Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 51 de Boruto. Je sais, je suis en retard, mais dans cette vidéo, on va parler du plan d'Amado, de comment Kaguya a mangé le fruit, l'origine de Kara, la nouvelle transfo, on va parler de tout. Tout d'abord, on nous révèle pourquoi Ishiki ne peut pas tuer Boruto. Comme j'avais dit dans la review du chapitre 50, Boro avait déjà annoncé que capturer Boruto aurait permis à Kara de gagner du temps. Je vous explique. On nous explique dans ce chapitre que pour que Jubi devienne un arbre, il faut qu'il mange un Otsutsuki. D'ailleurs, on avait déjà un indice de cela dans le chapitre 35 où Jigen disait à Jubi d'attendre un peu avant de le manger. Donc en gros, le plan, c'était que Jubi mange Jigen et que Ishiki ressuscite dans le corps de Kawaki. Mais depuis qu'ils savent que Boruto a également un Kahama, il suffit juste que Jubi mange Boruto et tant pis pour Momoshiki s'il ne ressuscite pas. Maintenant, on apprend également que l'Otsutsuki qui doit se sacrifier doit être de bonne qualité pour que le fruit du chakra qui pousse de l'arbre soit également de bonne qualité. Maintenant, une question se soulève. Comment Kaguya a-t-elle fait pour manger le fruit du chakra? Bah oui, parce qu'il faut sacrifier un Otsutsuki pour que le fruit de l'arbre pousse. J'ai ma petite théorie. Dans le chapitre 39, Jigen se réjouit devant Amado de l'évolution fulgurante de Kawaki en tant que réceptacle. Il lui dit que Boruto et Kawaki vont devenir des puissants Otsutsuki. Ça veut dire qu'en tant que réceptacle, ils sont déjà considérés comme Otsutsuki, donc Ishiki peut logiquement nourrir Jubi avec Boruto sans que Momoshiki ait fini la progression de sa résurrection. Enfin, c'est ce que j'ai compris en tout cas. De plus, cette page nous indique également que la taille de l'arbre Shinju est proportionnelle à la qualité de l'Otsutsuki sacrifié. Je cite le manga, ça va donner des arbres si grands qu'ils vont dévorer toute vie sur cette planète. On peut donc comprendre que si la qualité de l'Otsutsuki est médiocre, alors l'arbre sera petit et ne pourra pas absorber toute l'énergie de la planète. Donc je reviens au cas de l'arbre de Kaguya. Kaguya et Ishiki sont venus sur Terre avec un Jubi. Celui qu'on a vu dans la guerre, je précise bien un seul Jubi, parce que dans la review du chapitre 50, j'avais dit qu'ils avaient chacun un seul Jubi, mais je pense finalement que non. Donc je répète, Kaguya et Ishiki sont venus sur Terre avec un Jubi. Maintenant, comme apparemment Kaguya était de rang inférieur à Ishiki, elle devait être sacrifiée. Mais on sait dans le manga Naruto que Kaguya s'est attaché à la planète Terre et s'est donc rebellée contre le clan Otsutsuki en décidant de rester sur Terre. Et donc elle a trahi Ishiki et Ishiki se retrouvait avec la moitié du corps arraché. Je pense que tu as deviné où je voulais en venir. Oui, Kaguya aurait donc nourri Jubi avec les pieds de Ishiki. En gros, la moitié inférieure de son corps, en gros, t'as capté. C'est farfelu, mais c'est la seule explication possible. En plus, regardez le corps de Ishiki, Kaguya l'a pas découpé proprement. Tu vois, c'était pas comme quand Sasuke avait découpé Madara, tu vois, c'était propre là. C'est comme si en fait, Ishiki s'était fait croquer par Jubi. Et rappelez-vous, dans le manga Naruto, on nous explique que l'humanité était en guerre lorsque Kaguya est arrivé sur Terre. Et que c'est Kaguya qui était alors considérée comme une princesse qui mangea le fruit défendu de l'arbre qui devait pousser tous les 1000 ans. Donc, je récapitule ma théorie. Kaguya nourrit Jubi avec les pieds d'Ishiki, mais la qualité du sacrifice est tellement médiocre que l'arbre mettra du temps à pousser et en plus, il ne sera pas assez grand pour absorber toute la vie de la planète. Donc, pendant ce temps-là, Kaguya s'improvise en tant que princesse sur la planète Terre et invente un pipeau à l'humanité en disant que cet arbre qui est ici présent, c'est interdit de toucher son fruit et ce fruit pousse tous les 1000 ans. Du coup, après quelques années, l'arbre, même médiocre, a peut-être permis d'absorber l'énergie vitale de plusieurs guerriers humains en toute discrétion et un jour, Kaguya décide de manger le fruit pour augmenter sa puissance et comme il est mentionné dans le manga Naruto, Kaguya arrête toutes les guerres en un instant et se fait alors appeler la déesse lapin. Puis vous connaissez toute l'histoire avec Rikudo, etc. Pendant ce temps-là, chez Ishiki, comment ce gars a-t-il pu rester en vie pendant plus de 1000 ans? Parce que je rappelle que Ishiki est toujours présent à l'intérieur de Jigen avec son corps coupé en deux. De plus, les Otsutsuki ne sont pas immortels. Justement, ils se nourrissent du chakra pour prolonger leur vie. Et encore une fois, j'ai ma petite théorie.
Ishiki s'est peut-être réfugié dans la dimension du Daikokuten, car je le rappelle, il affirme que tout ce qu'il peut rétrécir avec son pouvoir, il peut le stocker dans une dimension où le temps ne s'écoule pas. Or, Ishiki peut se rétrécir lui-même, donc il est tout à fait possible qu'il s'est réfugié là-bas, car si le temps ne s'écoule pas, il ne peut pas vieillir logiquement. Il aurait donc attendu pendant plus de 1000 ans, car il s'est aperçu en plantant son karma dans Jigen, que Jigen ne peut pas supporter son pouvoir. Donc il fallait qu'il plante un deuxième karma sur quelqu'un. Sauf qu'apparemment Ishiki ne peut pas planter un deuxième karma tout seul. Bah oui, parce que sinon il suffisait de planter un autre gars. En plus, vous voyez bien qu'avec Amado, il utilise des tuyaux bizarres. Tu vois, il plante pas directement sur Kawaki, il utilise des tuyaux bizarres. Donc il peut pas planter logiquement un deuxième karma sur quelqu'un facilement comme ça. Donc je récapitule, Ishiki ne peut pas planter deux karmas tout seul. Il a donc attendu pendant 1000 ans, le temps que la science évolue sur Terre, et il a trouvé Amado. Maintenant, je vais vous raconter l'origine de l'organisation Kara. Après la 4e grande guerre ninja, les 5 grands pays sont en paix et sont toujours alliés. Ils n'utilisent donc plus la majorité de leur argent pour former des combattants, et la technologie avance donc à grands pas. Amado, un grand scientifique, forme une organisation nommée Kara, composé de 3 cyborgs, le numéro 1 Delta, le numéro 2 Kashin Koji et le numéro 3 Boro. Pourquoi je dis 3 cyborgs? Parce que Amado n'est pas seulement à l'origine de Delta et Koji, mais tous les cyborgs selon Kawaki. Après, quand je dis cyborg, c'est pas forcément des robots, c'est juste peut-être des humains modifiés comme Boro ou alors des êtres artificiels comme Koji, ou pour le cas de Delta, c'est un peu comme Sasori qui avait le pouvoir de transférer son cœur de pantin en pantin. Amado a apparemment réussi à enfermer la conscience de Delta dans une sorte de drone. Bref, Amado est à l'origine de tous les cyborgs de Kara. Kara en japonais veut dire enveloppe ou coquille, en tout cas quelque chose de vide. Et donc Amado aurait nommé l'organisation ainsi parce qu'ils ont tous un souhait, et donc s'ils réalisent leur souhait, ils ne sont plus des coquilles vides. Pourquoi je dis que c'est Amado qui a créé Kara? C'est parce que c'est le seul qui n'a pas de numéro, et puis j'ai vérifié dans les chapitres et j'ai réalisé qu'à aucun moment dans le manga c'est dit que Jigen est le chef de Kara. Pendant ce temps-là, t'avais Ishiki dans le corps de Jigen qui était en attente de l'avancée technologique de la planète, et il découvre l'existence de Genie Amado. Il va donc à sa rencontre et se présente en tant que Jigen, réceptacle d'Otsutsuki Ishiki. Sauf qu'Amado n'est pas dupe. Il lui dit bon, me prends pas pour un teubé, d'où t'es le réceptacle d'un Otsutsuki. Si t'es un réceptacle, ça veut dire que le Ishiki dont tu parles, il s'est fait battre par quelqu'un. Or, j'ai jamais entendu parler d'un Ishiki, je connais que Kaguya, elle a été battue pendant la guerre, et si un Otsutsuki serait apparu depuis la fin de la guerre, et qui en plus se serait fait battre au point qu'il t'a préparé un réceptacle, toute la planète aurait été au courant. À un moment donné, un combat d'Otsutsuki, ça ne passe pas inaperçu. Et là, Ishiki avoue tout. Il l'informe qu'il n'est pas vraiment le réceptacle de Ishiki, mais il est Ishiki lui-même. Parce que je vous rappelle que Ishiki est en possession du corps de Jigen et il parle à travers lui avec sa propre voix. En fait, le corps de Jigen, c'est comme si c'était le corps d'Ishiki. Bref, t'as donc Ishiki qui avoue tout, mais il dit à Amado, attention, t'as intérêt à coopérer, sinon je m'en prends à Delta. Je dis Delta parce que Amado a tout le temps été calme, si ce n'a été une seule fois, la fois où Delta s'est fait battre par Naruto. Elle est revenue dans le repère de Kara avec son drone, elle est sortie de son couvercle, et là Amado s'est énervé. Le gars s'énerve pour ce genre de futilité, mais quand il envoie son cyborg Kashin Koji dans une mission suicidaire contre Ishiki, il est complètement serein. Quand Ishiki se pointe à Konoha, il est complètement serein. Et Delta qui détruit un couvercle, il s'énerve. Obligé, Amado et Delta ont un lien. Genre c'est sa fille, elle est morte pendant la guerre. Il a réussi à la sauver en la transformant en cyborg, un truc comme ça, tu vois. Mais bref, Ishiki met un coup de pression à Amado en lui disant qu'il a intérêt à coopérer, sinon il s'en prend à Delta. Amado n'a pas le choix et coopère donc, mais Ishiki lui promet quand même que grâce au fruit du chakra, tous les membres de Kara pourront réaliser leurs souhaits. Ishiki se présente donc aux autres membres de Kara en tant que Jigen, le réceptacle de Ishiki, mais ne leur dit pas qu'il a le contrôle total sur le corps de Jigen. Il devient ainsi le numéro 4 de Kara. Puis par la suite, plein d'autres membres ont intégré Kara, numéro 5, etc. Et ils ont fait plein d'expériences sur des gamins pour leur planter le karma, jusqu'à tomber un jour sur Kawaki, qui devient le numéro 9. D'ailleurs, il s'associe bien avec le thème de Kara, car je vous ai dit tout à l'heure, Kara veut dire enveloppe ou quelque chose de vide, ce qui est le cas pour Kawaki, car il se considère comme vide. D'ailleurs, dans le manga Naruto, la statue Gedo était l'enveloppe de Jubi. En japonais, il l'appelait parfois Jubi no Kara, c'est-à-dire l'enveloppe de Jubi. Et justement, on va maintenant parler de Jubi. Le Jubi que Code garde en ce moment,
d'où vient-il? Amado nous explique qu'il ne sait pas comment Ishiki se l'est procuré. Tout ce qu'on sait sur lui, c'est qu'apparemment il est beaucoup plus petit que le Jubi qu'on a vu lors de la guerre. Bon, là encore j'ai ma petite théorie. Là je suis pas sûr à 100% par contre. Il y a un moment pendant la guerre où Jubi s'est divisé en plusieurs Jubi. Est-ce que Ishiki n'aurait pas profité pour en prendre un? Du coup, pendant ses 16 ans, il aurait donc grandi un petit peu. Pas un peu beaucoup quand même. Bon, même moi, j'y crois pas à 100% à la théorie que je viens de vous dire. Mais ce dont je suis sûr, ou en tout cas ce qui serait cohérent, c'est que le Jubi que possède Ishiki, il se l'est procuré récemment. Peut-être que Momoshiki avait laissé un Jubi quelque part aussi, c'est peut-être possible. Mais bref, en tout cas, je doute que Ishiki possédait le Jubi dès son arrivée sur Terre. Parce que sinon, Ishiki n'a pas besoin d'attendre 1000 ans en fait. Je vais vous expliquer pourquoi, ça va être un peu compliqué, mais en gros, supposons que Ishiki possède le deuxième Jubi depuis son arrivée sur Terre. Après s'être fait croquer par Jubi, Ishiki va dans le corps de Jigen, il attend quelques temps, 1 an, 2 ans ou quelques années, et la progression du karma de Jigen est à 100%. Maintenant, Ishiki sort du corps de Jigen et se suicide. Comme la progression du karma de Jigen est à 100%, Ishiki ressuscite avec le corps de Jigen. Il lui reste 2-3 jours avant de mourir, mais peu importe, vu qu'il possède déjà un Jubi. Du coup, donc au lieu de mourir au bout de 3 jours, autant mourir en se faisant manger par Jubi. Du coup, il a juste implanté un karma sur quelqu'un d'autre, de préférence un Hyuga. On va dire que ce réceptacle s'appelle Neji. Donc Ichiki plante un karma sur un Neji. Et tu sais, Kaguya avait des dimensions de glace, de lave, etc. Bref, imaginons Ishiki, il a une dimension comme le mont Myoboku, il y a des rivières, il y a des arbres fruitiers, il y a des légumes, tout ça. Il emmène Neji sur cette dimension et il dit ouais, Neji, reste là-bas, tu peux survivre là-bas. Du coup, Neji reste dans la dimension et Ishiki retourne sur Terre, il plante le Jubi qu'il possède et se fait bouffer par Jubi et du coup il meurt. Et peu importe vu qu'il a planté un karma sur Neji. Du coup, Jubi se transforme en arbre, toute la vie de la planète est absorbée, il y a le fruit du chakra qui pousse, 1 an, 2 ans ou quelques années après la progression du karma de Neji est à 100%. Du coup, Ishiki ressuscite à partir du corps de Neji et hop, Ishiki retourne sur Terre, mange le fruit. Et voilà, c'est terminé. Donc vous voyez, si Ishiki possède un deuxième Jubi dès le début, il n'a pas besoin d'attendre 1000 ans. Donc voilà, j'espère que les auteurs y ont réfléchi. J'imagine que oui, vu qu'Amado ignore d'où il provient. Et il dit que Kaguya et Ishiki sont venus avec un Jubi. Bon, maintenant, on va parler de la partie combat. Comme je l'avais dit dans la précédente review, Naruto et Sasuke sont en train de perdre du temps. Sasuke le dit clairement, on ne peut pas gagner contre lui, je ne sais pas combien de temps il lui reste à vivre, mais notre seul espoir, c'est de gagner du temps. Je vous l'avais dit dans la première vidéo, ils sont en train d'économiser leur chakra parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Contre Kaguya, leur espoir c'était le scellement. Là, contre Ishiki, c'est de perdre du temps. Je vous l'avais dit dans le chapitre précédent, Sasuke, à chaque fois qu'il est sur l'offensive, son Sharingan est activé, mais dès qu'il passe sur la défensive, il le désactive. Ils économisent leur chakra, ils ont déjà tout tenté. Même la tactique de Gashin Koji qui consistait à prendre un sandwich Ishiki pour qu'Ishiki ait le choix entre rétrécir son Rasengan mais se faire brûler par les flammes, ou alors rétrécir les flammes mais se faire défoncer par le Rasengan, cette tactique là n'avait pas marché parce que Ishiki peut faire sortir des cubes avec son Daikokuten. Naruto et Sasuke ont aussi essayé de le prendre en sandwich, mais il les a encore contrés avec ses cubes. Si tu veux, Sasuke et Naruto ont tout tenté pour le battre par la force, mais ça n'a pas marché. Du coup, ils sont en train de gérer le combat différemment. Ils essayent de perdre du temps. Regarde juste le combat, Naruto et Sasuke esquivent tous les cubes d'Ishiki. Même quand Ishiki donne un gros coup de pied à Sasuke, il y a un zoom sur sa tête, on a vraiment l'impression que Sasuke ne souffle même pas. Surtout que juste après que Sasuke se soit pris le coup, Ishiki lui jette des cubes, mais on voit qu'à la fin du chapitre, que ça l'a même pas touché, il les a tous esquivés. Comme s'il jouait à cache-cache avec Ishiki. Et en plus, à la fin du chapitre, il se pose au calme sur un rocher. Et encore un autre détail que j'ai remarqué, j'ai l'impression que Sasuke se soigne. Je veux dire, pendant les 2 chapitres du combat, à chaque fois que Sasuke saigne, quelques pages plus tard, son visage est tout propre. Bon, après peut-être que c'est juste une erreur graphique, ça peut arriver. D'ailleurs, en parlant de régénération, il y a un ancien chapitre de Boruto qui date, où il y a Boruto, il se soigne tout seul après un entraînement avec Kawaki. Même Kashin Koji était choqué. Du coup, il est fortement possible que Boruto se soigne tout seul. Ça veut dire que le réveil de Momoshiki est imminent. Maintenant, on va parler du nouveau mode de Naruto. Pour moi, c'est la transformation en Biju parfaite. Je m'explique. Lorsque Naruto utilise le mode Chakra Kyuubi, il n'a pas accès à 100% de la force de Kyuubi. Il emprunte juste son chakra, c'est pour ça qu'il devient jaune. Et il devient plus rapide et peut faire apparaître des mains de chakra. Pour accéder à la puissance totale de Kyuubi et donc pouvoir utiliser le Biju Dama, il doit se transformer totalement en Kyuubi comme le fait Killer Bee. Du coup, lorsque Killer Bee décide d'enseigner le Biju Dama à Naruto, il lui demande de se transformer en Kyuubi parce qu'en forme humaine, il est impossible de maîtriser le Biju Dama.
Du coup, Killer Bee lui dit de se transformer et voici ce qui arrive. Naruto se transforme en petit renard tout mignon. En fait, c'est une référence au one-shot de Naruto. Si vous voulez, en général, quand vous commencez un manga, vous devez d'abord dessiner un one-shot. Le manga Naruto a commencé sa publication dans le Jump en 99, mais Kishimoto avait déjà publié un one-shot Naruto en 97. À l'origine, Naruto était lui-même le démon renard à 9 queues. Ça fait partie des mythologies japonaises, le Kyuubi no Baki Kitsune, donc le démon renard à 9 queues, qui selon la légende pouvait se transformer en n'importe qui. Même dans One Piece, il y a une meuf qui a mangé le fruit du démon du Kyuubi no Baki Kitsune, elle peut se métamorphoser en n'importe qui. Mais bref, je vais pas trop m'attarder dessus. Retenez juste que le Naruto Kyuubi mignon là, c'est une référence au prototype de Naruto. Mais bref, Naruto n'était pas capable de se transformer en Kyuubi parce qu'il n'était pas encore pote avec Kurama selon Killer Bee. Du coup, Killer Bee lui a dit d'abandonner la transfo pour l'instant. Et ensuite, pendant la guerre, lorsque Naruto et Kurama sont devenus potes, Naruto a eu accès au mode Kurama, le mode avec la cape là, et il peut faire sortir Kyuubi et donc utiliser le Biju Dama. Sauf que, vous voyez, ce n'est pas Naruto qui se transforme en Kurama, mais plutôt Kurama qui sort de Naruto. Et Naruto possède alors 9 sortes de traits qui le relient à Kurama. Ils sont en fait liés. Ils appellent ça en japonais d'ailleurs le link. Le link, il prononce. Au début, le link n'était pas parfait. Il durait 5 minutes, puis 8 minutes, et au fil de la guerre, ça s'est amélioré. Donc, du coup, avec son link avec Kurama, Naruto peut faire sortir Kurama et donc utiliser 100% de la force de Kurama. Sauf que Kurama n'est pas aussi rapide apparemment que Naruto ne l'est en mode Chakra Kyuubi. Pendant le combat contre Jigen, Jigen se plaint de la lenteur du Susanoo de Sasuke. Kurama également n'arrive pas à toucher Jigen. Mais dans le chapitre 50, on a vu que Naruto a réussi à attraper Ishiki. Donc il a été assez rapide pour le toucher. Mais il n'a pas accès à 100% de la puissance de Kurama. Du coup, pour moi, le mode de Naruto, c'est la transformation en Biju parfaite. Au lieu de faire un link avec Kurama, ils ne vont faire qu'un, comme Killer Bee et Hashibi. Naruto aura donc accès à la vitesse du mode Chakra Kyuubi et la puissance totale de Kyuubi. Du coup, je pense que pour expliquer pourquoi Naruto va mourir, ils vont nous dire que les Baki Kitsune, quand ils possèdent quelqu'un, eh bien celui qui est possédé meurt. D'ailleurs, plusieurs fois dans le manga Naruto, Kurama dit qu'il va le posséder et Naruto allait mourir. Donc la particularité de Kurama, c'est quand il possède son Jinchuriki, le Jinchuriki meurt. Ils sont vraiment en train de jouer sur ce mythe du Baki Kitsune. Parce que les autres Jinchuriki, si tu veux, quand ils se transforment en Biju, ils se transforment totalement, mais quand ils se détransforment, ils ne meurent pas. Par exemple, quand Gaara faisait ses crises quand il était gamin, il se transformait totalement, mais il ne mourait pas. Ou alors Yugito, quand elle s'étape contre Hidan et Kakuzu, elle a fait une transformation en Biju, mais à la fin du combat, son démon est resté en elle. Du coup, le nouveau mode de Naruto, je trouve ça cool, parce que ça permet de donner une explication de pourquoi Naruto ne s'est jamais transformé totalement. Et du coup, donc, pour moi, le nouveau mode, c'est donc la transformation en Biju complète à 100%. Et puis, de toute façon, regardez les mains de Kurama, il est dans la même position que Naruto quand il essaye d'utiliser la transformation en Biju. Pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'au fil du combat, la métamorphose va évoluer. Là, au début, Naruto, pour l'instant, il a les oreilles de Kyuubi, ensuite, ce sera les mains, puis les pieds, etc. jusqu'à que le 7ème Hokage meure et que Kurama soit libéré. Bon, maintenant, je vais donner mes prévisions pour le ou les prochains chapitres. Donc, Naruto défonce Ishiki. Ishiki est aux portes de la mort. Momoshiki a entendu que Ishiki veut le sacrifier, du coup, il régénère Boruto, prend le contrôle du corps de Boruto, va vers Ishiki et lui chuchote à l'oreille: alors comme ça on voulait me sacrifier, hein? Regarde dans quel état tu te trouves, mais je vais être gentil, je vais t'aider à ressusciter. Fais un fichier de sauvegarde karma et c'est moi qui vais planter ton karma sur Kawaki, comme ça après je donnerai Kawaki en nourriture à Jubi. Après Ishiki lui répond: wesh, t'es un gamin, Momoshiki. Ouais, mais vas-y, pas le choix, c'est ma seule solution. Du coup, Ishiki donne à Momoshiki son karma et Momoshiki se barre à Konoha. Et n'oubliez pas que Boruto était dans le bâtiment de Lambu avec Sai. Donc il sait où se trouve Kawaki. Du coup, Naruto et Sasuke suivent Boruto pour aller à Konoha. Et pendant ce temps-là, tout est en accord avec le plan d'Amado. Parce que oui, Amado voulait juste se débarrasser de Ishiki. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Amado a été forcé de travailler avec Ishiki. Mais il ne pouvait pas tuer Jigen, vu que Ishiki se trouve dans le corps de Jigen et est donc beaucoup trop chaud pour n'importe quel membre de Kara. Du coup, Amado a élaboré tout un stratagème pour que Naruto et Sasuke tuent Ishiki, car ils sont les seuls capables de le faire. Tout d'abord, il fait tout en sorte pour que Kawaki se retrouve à Konoha, donc dans le village de Naruto et Sasuke. Ensuite, Jigen vient chercher Kawaki. Naruto et Sasuke combattent Jigen et ont donc un aperçu des pouvoirs d'Ishiki. Et ça va leur permettre plus tard dans un deuxième combat d'être mieux préparés. Du coup, Jigen se retrouve à 10% de ses capacités. Amado envoie donc Kashin Koji pour forcer la résurrection de Ishiki. Ishiki ressuscite
Kashinkoji a donc accompli son rôle. Ishiki se dirige à Konoha comme Amado l'avait prévu. Grâce à leur premier combat d'échauffement, il estime que Naruto et Sasuke sont capables de tuer Ishiki. Du coup, Naruto tue Ishiki. Peu importe si Ishiki arrive à faire un karma, l'essentiel c'est qu'il meurt parce que même si Momoshiki plante le karma d'Ishiki sur Kawaki, Kawaki ne peut rien faire contre Amado. Parce que contrairement à Jigen, Kawaki n'est pas possédé. Du coup, supposons que Momoshiki plante le karma d'Ishiki sur Kawaki. Amado va sortir enfin son arme secrète. Rappelez-vous, Amado est venu avec une grosse mallette derrière son dos. Or, quand il se fait interroger dans le bureau de l'Ambu, il ne l'a plus. Forcément, des gars de l'Ambu l'ont prise, ils sont partis dans une autre pièce et ils ont examiné la mallette. Mais qu'y a-t-il donc dans cette mallette? Eh bien pour moi c'est le 8e membre de Kara. Et oui, le 8e, c'est le cyborg sur lequel Amado a le plus travaillé pendant toutes ces années, son arme la plus aboutie. Ce numéro 8 a donc éliminé les Ambu qui ont examiné la mallette. Bah oui, tu peux pas me dire qu'un gars qui bossait il y a 3 minutes pour l'organisation des méchants, il vient avec ses bagages, tu les fouilles même pas, ce serait quand même stupide, hein. Bref, pour l'instant, tout se passe comme prévu pour Amado, il est serein comme jamais, mais même Kawaki l'a remarqué. Voilà, j'espère que vous avez kiffé toutes les théories de cette vidéo. On se dit à la prochaine pour le chapitre 52 de Boruto qui va être monstrueux. Il y aura peut-être également une vidéo One Piece d'ici là. Voilà, à bientôt.